Petit avertissement avant de commencer. Dans cet épisode, on parle aussi de violence conjugale. C'est donc une écoute à aborder avec vigilance. Bonjour Laurie et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Laurie, j'ai 29 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis calédonienne. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire d'autre. Tu peux dire ce que tu fais dans la vie si tu as envie. Ah oui, je suis entrepreneuse. J'ai une entreprise où je fais de l'accompagnement pour les entrepreneuses, les entrepreneurs aussi. Et j'ai une entreprise où je fais des crochets avec ma maman. Et on vend des petites créations de crochets sur mesure. Super, ça s'appelle comment? Il y a donc pour l'accompagnement, c'est Artisphère. Et pour le crochet, c'est Artifil. On n'est pas parti chercher loin. On a fait des filiales. Dans 3 ans, on est une multinationale. Évidemment. Donc, nous, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ton parcours de parentalité original et dans le podcast. Et surtout parce que toi, tu es une maman solo. Ouais. Je suis une maman solo. Solo. Ouais. Et donc, on voulait... c'était hyper important pour nous de recevoir une maman solo dans les premiers épisodes. Pour que tu nous parles un peu de tous les challenges, des points forts aussi d'être une maman solo. Oui, parce qu'il y en a. Bien sûr, et de tout ce que ça implique dans ta vie au quotidien en fait. Donc est-ce qu'on peut commencer avec ton enfance? Tu peux nous parler un petit peu de la Laurie petite? Laurie petite, alors nous on est une grande famille. On est 6 frères et sœurs et on est 4 à avoir vécu ensemble. J'avais 2 parents totalement différents. J'avais un père alcoolique, paranoïaque, un peu foufou, jamais stable. Et j'avais une maman hyper carrée, qui travaillait, qui cadrait toutes les choses. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a eu les 2 opposés. Et on a pu lui faire notre équilibre pour avoir le juste milieu. Et voilà, on a grandi dans ça. On a été très vite autonome avec mes 2 petites sœurs. Parce que quand papa et maman se sont séparés, maman s'est retrouvée toute seule avec nous. Et du coup, mes petites sœurs, c'était mes premiers bébés. Hein. C'était mes rentrées de l'école, c'est moi qui les douchais, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu la vie qu'on a vécue, un peu nous. C'est vrai que nous, les sœurs, on est comme ça. Hein. Vous avez fait un petit gang de meufs avec ta maman, tes sœurs. C'est ça. C'est le gang de filles. Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on a toujours une sur qui comptait ou quoi. Donc, je suis contente. Et donc, ton petit garçon, il est né en France? Ouais, Victor est né en métropole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as débarqué là-bas? Alors, j'ai fini mes études jusqu'à mon bac plus 3 ici. Et après, j'étais perdue. Je voulais pas continuer des études, mais je voulais pas travailler forcément ici. Je savais pas trop. Et l'une de mes petites sœurs partait en métropole faire ses études. Donc, j'ai dit, écoute, telle une huître à son rocher, je viens me greffer et je vais avec toi en métropole. Donc, je l'ai suivi, mais moi, pour travailler, découvrir. Donc, je suis partie en métropole. On a vécu partout un peu en métropole, Bordeaux, Paris. Après, on s'est posé en Bretagne, surtout en Bretagne. Et là, vraiment, où j'ai trouvé un boulot stable et je suis restée, mon appart et tout. J'étais trop contente de ma vie en métropole. Ben, c'est énorme. Hein. Là, tu vas à des concerts de stars que tu n'as jamais vus. Tu as l'Espagne juste à côté. J'ai adoré cette vie-là. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré le géniteur de Victor et que la conception s'est faite en Bretagne, chez les Bretons là-bas. Et voilà, donc en fait, comment ça s'est déroulé? J'habitais dans mon petit appart un peu éloigné d'une grande ville en campagne. Donc j'ai rencontré le géniteur de Victor. Ça a tout de suite accroché dès le début. C'était comme si on se connaissait depuis des années, alors que pas du tout. Et à ce moment-là, j'avais des règles très hémorragiques. Enfin, je trouvais ça bizarre. C'était pas comme d'habitude. Donc, je me rends à l'hôpital. Et en fait, j'avais des kystes aux ovaires. Et la dame m'a dit, écoutez, on enlève votre implant. On enlève tout ce qui est contraception. Là, il faut laisser les ovaires travailler, évacuer un peu ce qu'il y a à évacuer. Et puis, comptez pas avoir des enfants maintenant, quoi.
Donc, OK, on enlève l'implant. Moi, je continue ma petite vie. Et en fait, 1 mois après, je suis tombée enceinte. Du coup, du géniteur. On en a discuté tous les deux. Moi, c'est vrai que je me voyais pas trop avorter, vu que j'avais eu ces règles hémorragiques et je me suis dit, punaise, c'est chaud cette affaire. Et le géniteur de Victor, lui, il m'a dit, mais carrément, cet enfant, on peut l'avoir, on est des adultes, même si c'est assez récent et que c'était pas forcément prévu. Enfin, on est des adultes, on va l'avoir cet enfant. Et voilà, donc on a accueilli cette grossesse surprise et on était quand même contents. Pendant ma grossesse, du coup, je travaillais, j'étais responsable logistique, donc je faisais beaucoup aussi de manutention avec des gros engins. Et un jour, j'ai eu un accident de travail. J'ai un gros gerbeur en fait qui m'a retourné le pied. J'étais enceinte de 2 mois et demi, 3 mois de grossesse. Et du coup, hôpital. Je me rends compte que le pied, il est cassé. Il est cassé et tordu. Donc, ils l'ont remis. Donc là, tu t'en sors avec un plâtre et fauteuil roulant, parce que comme tu es enceinte, tu peux pas avoir les béquilles pour pas forcer. Et t'as pas droit au Doliprane, t'as droit à rien, quoi. Tu es avec ton plâtre, jambes tendues comme ça. Et tu passes tes journées à attendre. Tous les matins, tu as l'infirmière qui te fait des piqûres pour pas avoir de phlébite, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est tes médecins à cette époque-là qui t'ont conseillé de ne pas prendre d'antidouleurs, c'est ça? Ou c'est toi qui ne voulais pas les prendre? Non, ils m'ont dit c'est pas ouf. Ok. C'est pas ouf. J'avais le droit d'en prendre, mais même quand je prenais un Doliprane, ça faisait pas forcément grand-chose parce que c'était vraiment très inflammatoire. Donc, il fallait prendre des choses un peu plus genre du kétoprophène, des choses comme ça. Et vu que j'étais enceinte, c'était assez risqué. Enfin, ils disaient que c'était pas trop ouf. Ok, c'est ce qu'ils t'ont conseillé. Ouais, okay. Donc moi, je me suis dit, écoute... je vais tenir. Je vais tenir parce que cet enfant, je le voulais vraiment, quoi. Donc, je voulais le protéger de tout ça. Donc, comme je me retrouve en fauteuil roulant, je me retrouve à abandonner mon appart parce que j'avais un chat et un chien à l'époque et je pouvais plus sortir le chien pour faire ses besoins dehors, tout ça. Et le géniteur de Victor avait une maison plein pied. Donc, il m'a dit, rentre ton appart, de toute façon, on va avoir un enfant. Donc, on va habiter ensemble. Rentre ton appart, viens à la maison. Donc, je vais m'installer avec lui, avec mon fauteuil roulant et mon pied en l'air, comme ça. Et je passe mes journées à quasi dormir et pleurer. C'était ça, mes journées. Et tu pleurais d'être alitée et restreint dans tes mouvements ou de douleur ou de la situation? De tout. En fait, c'était vraiment général comme chose. Enfin, le jour de l'accident, je me rappelle quand je suis partie dans l'ambulance avec les pompiers, j'ai dit à mon chef, t'inquiète pas, je me suis juste tordu la cheville, je reviens demain au boulot, quoi. T'arrives à l'hôpital, ils disent non, t'as pas compris en fait. Là, c'est cassé. Là, tu mets ton plâtre et pendant 1 mois et demi, t'es en fauteuil roulant et tu fais rien. Tu restes allongé et tu restes ton pied en l'air et puis c'est tout, quoi. Et du jour au lendemain, tu te retrouves alité presque. Tu peux même pas faire la vaisselle parce que t'as ton pied en fait tout le temps en l'air. Donc, si tu veux faire la vaisselle, il faut que tu te tournes comme ça. Tu peux pas être sur le côté. Ouais, c'est ça, sur le côté. Fallait tout le temps que j'ai la jambe surélevée parce que dès que j'essayais de la baisser, j'avais mal. Donc, qu'est-ce que je faisais? Mes journées, c'était regarder la télé, tricoter. Par contre, j'en ai fait des choses en tricot pour mon fils. Mais voilà, c'était ça mes journées, quoi. C'était ça. Et puis, t'as l'infirmière qui passe le matin. Puis, t'as ton chéri qui part au travail. Et puis, voilà. Puis, comme moi, j'étais en métropole, j'avais pas de famille, rien. J'avais personne qui venait me rendre visite. Des fois, j'avais des copines, heureusement. Mais elles peuvent pas être là tous les jours, quoi. Donc, les journées, elles sont très vite... longues, ennuyantes. Et puis, quand t'es jeune, tu bouges et tu te retrouves à l'ité, tu te dis... c'est chiant. T'avais quel âge au moment de la grossesse de Victor? J'avais 25. 25 ans, ouais. Donc là, t'es alitée, enfin, t'es dans ton fauteuil jusqu'aux 5 mois de grossesse, c'est ça? Ouais, et en fait, donc 1 mois après l'accident, tout ça, donc j'habitais avec le géniteur de Victor. Et il faut savoir que lui, c'était un ancien alcoolique. Ça faisait 5 ans qu'il avait arrêté, je le savais. Et ça se déroulait très bien. Et en fait, un mercredi après-midi, à 16h, il est rentré à la maison. Et je voyais déjà, quand il garait la voiture, je me suis dit, il y a un problème. Là, tu sens le stress qui monte. Tu te dis, oh, c'est bizarre. Il ouvre la porte d'entrée. Et là, je vois ses yeux. Mais c'est vraiment les yeux de
de l'alcool, tu sais, c'est vide, un peu... tu sais, il peut pas se concentrer sur une chose, il regarde à droite, puis il se tient pas debout, il se tient là, à la porte et tout, il rentre, je fais, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Et je vois qu'il est sous, et je lui dis, non mais c'est pas possible, je dis, là, tu vas dormir sur le canapé, moi je vais dormir dans la chambre, puis on va en discuter demain, parce que c'est pas possible, quoi. Et il a pas aimé. Il a pas aimé, il est parti dans une rage... Enfin, je pense qu'il avait tellement intériorisé des choses que ça a explosé. Et il a tout pété dans la maison, il tapait partout. Comment ça, je vais dormir sur le canapé Je dis, bah oui, mais moi je dors pas avec toi. T'es ivre-mort, mais t'es fou, toi, quoi. Il est 4h de l'après-midi. Enfin, c'est même pas, genre, rien ne va, quoi. Donc, je lui dis, non, c'est pas possible. Donc, je vais m'enfermer dans la chambre. Ah non, il pète la porte de la chambre, il rentre, il me balance mon fauteuil roulant à la tête, il me plaque contre un mur, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Bah là, c'est chez moi ici. T'as rien à me dire. Je dis, bah, si, j'ai quelque chose à te dire. Hein. Mais si on est chez toi, mais si c'est pas responsable de faire des choses comme ça. Et en fait, il me dit, dégage dehors. Et je le regarde, je fais, mais non, je suis enceinte, je suis en fauteuil roulant, j'ai pas de famille, j'ai rendu mon appart pour habiter avec toi. Tu veux que j'aille où? Ah, ça demande. Mais c'est ça. Et je lui dis, mais tu veux que j'aille où, là, en fait? Donc, et non, il lâchait rien. Et il continuait de taper partout et tout. Et donc, j'appelle une copine en métropole. Je dis, écoute, je suis un peu embêtée. Alors, chance pour moi, c'est que comme il est revenu à 16h, ivre-mort, il n'était pas trop tard, quoi. Donc, je l'appelle, je dis, ben écoute, je suis un peu embêtée. Et je suis foutue dehors, quoi. Faut que quelqu'un vienne me récupérer, parce que je peux pas conduire. Et que je trouve un endroit où dormir ce soir, quoi. Et elle me dit, alors, ça, trop marrant. Bah là, je suis au resto. Tu peux venir dormir à la maison, mais je suis au resto. Donc, elle appelle une autre copine qui se déplace, qui vient me chercher, qui la défaut chez elle. Enfin, oh, le bordel. Donc, moi, j'adore chez la copine. Je passe ma nuit à pleurer. Je bloque. J'éteins mon téléphone parce qu'il essayait de m'appeler et tout. J'éteins tout ça. Le lendemain, je me réveille. Il m'appelle. Il me dit, t'es où? Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, mais attends, tu rigoles, quoi? Et il s'en souvenait rien. Il se souvenait de rien. Et il me dit, mais non, j'ai pas fait ça et tout. Je lui dis, va chercher la voisine, parce que ça aussi. J'ai les voisins, ils sont sortis. Donc, va chercher la voisine, tu lui demandes. Si je mens. Mais non, j'ai pas pu faire ça, tout péter, te foutre dehors. Jamais je t'aurais foutu dehors et tout. Je dis, non, demande. Ah, je veux venir te voir. Je dis, non. Là, tu vois, je suis pas en composition de te voir. Je suis pas en composition de rien du tout. Et il a mis du temps avant de se dire que tout ça, c'était vrai. Hein. Il y a eu 2-3 jours qui a suivi où il me disait, mais tu mens, c'est pas possible. Ou, c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui m'as mis en rogne. Je dis, mais je t'ai pas mis en rogne. Je t'ai juste dit de dormir sur le canapé. C'est toi qui est parti dans une folie furieuse. Et donc, je dis, donc là, je vais rester dormir chez ma copine un peu. Hein, parce que là, je suis pas prête à rentrer à la maison. Je suis pas prête à... Hein, on va chacun prendre le temps de redescendre et tout. Et en fait, je pensais que ça allait se calmer. Je me suis dit, allez, je lui laisse le bénéfice du doute. Hein, trop de stress. Naïve que je suis, je me mettais à sa place. Lui, du jour au lendemain, il se trouve une copine qui tombe enceinte, qui a le pied cassé, qui peut plus rien faire à la maison, qui vient habiter chez lui. Enfin, je comprends qu'aussi ça peut faire trop. Donc, je lui dis, on laisse le temps s'écouler un peu, tu vois, redescendre un peu. Et en fait, il n'est jamais redescendu. Il a continué à picoler. C'est-à-dire que moi, après, j'ai pris une chambre d'hôtel. Donc, j'étais dans ma chambre d'hôtel en métropole avec mon plâtre, mon chat, mon chien. Et puis, comme j'avais toujours mon plâtre, je passais mes journées à regarder la télé de la chambre d'hôtel, essayer de descendre un peu, de sortir, mais toute seule avec ton fauteuil roulant, de ne pas faire trop grand-chose. Et en fait, des fois, à minuit, lui, il venait, ivre-mort, avec sa voiture, et il gueulait en bas de l'hôtel. « Descends là! T'es où? Je suis sûre que tu vois des mecs dans la chambre d'hôtel. » Mais ivre-mort, hein? T'es sûr et tout, machin. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'avais le contact de ses parents, donc j'ai appelé sa mère, qui habitait pas dans la même ville, et je lui ai dit, là, ton fils, ça va pas du tout, là. Faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et elle me dit, oh non, regarde, il est juste sous et tout, laisse-le rentrer chez toi, je veux pas qu'il rentre en voiture. Je dis, mais attends, mais c'est fou comme situation, quand même. C'est moi qui suis mise dehors, qui suis enceinte, le pied cassé, et c'est lui qui vient me harceler et qui m'insulte de tous les noms, et c'est moi qui dois prendre sur moi
pour le faire rentrer dans la chambre. Mais j'ai vécu des situations, je me suis dit, mais attends, le monde, il va à l'envers, quoi. T'as eu peur à un moment pour ton intégrité physique ou Mais plein de fois. Mais plein de fois, parce que, en fait, pendant un mois qui a suivi tout ça, naïve j'étais. Parce que la journée, il buvait pas. Donc, il m'a appelé. Ah, je comprends, j'ai merdé. Viens avec moi chez la dictologue. D'accord. Bah, attends, tu te dis, bon, c'est quand même le géniteur, tu sais, on va essayer de recoller les morceaux. J'allais avec lui chez la dictologue. Il mentait. Et le docteur, il disait, bah alors, vous buvez un peu? Ouais, non, pas beaucoup. Je le regardais. Mais la blague, il s'enfilait des bouteilles de whisky en même pas une heure. Et après, j'ai dit, mais l'hôpital, il m'a appelé. L'hôpital, bonjour madame, on a récupéré monsieur Untel. Il nous a donné votre numéro, il faut venir le chercher. Il a 1,98 g, il veut pas rester à l'hôpital, il faut venir le récupérer. Mais non, en fait. Non, moi je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel, je suis en train d'essayer de trouver une maison. De toute façon, tu pouvais pas conduire. Mais c'est ça, j'ai dit, non, je suis désolée, je peux pas, quoi. Et donc pendant un mois, c'était ça. C'était la journée, il m'appelait, t'es la femme de ma vie. Et puis le soir, il m'insultait. Le soir, il m'appelait, ah, viens me chercher. Et un soir, il m'avait appelé, il était sur une plage, en métropole. Il me dit, viens me chercher, tu es à la plage. Et il raccroche. D'accord. Plus de détails? Eh bien, écoute, on attend longtemps. Hein. Puis, Et donc, c'était ça, ce yo-yo, pendant une certaine période. J'avais sa famille à lui qui essayait de le raisonner. Et en fait, un jour, il a repété un câble et j'avais laissé des affaires chez lui, je ne pouvais pas tout récupérer. Et il a tout jeté mes affaires sur le bord de la route, sous la flotte. Il se donnait un spectacle devant tous les voisins, toutes mes affaires. Balancé dehors à la flotte, j'avais commencé à acheter des affaires de bébé, des cosy, des machins, tout balancé à la flotte. J'ai une amie à lui qui m'envoie une photo et qui me dit il a pété un câble, il a mis tes affaires dehors, faudrait peut-être que tu passes récupérer tes affaires. Et je dis, mais putain. Et là, je dis, non, je peux pas continuer comme ça. Je peux mais pas sa pote, là, elle a pris en photo, mais elle a pas essayé de récupérer tes affaires, au moins les choses du bébé, quoi. Non. Et ça, en fait, c'est fou. Je pense que c'est ça le plus fou. Mais sur le coup, quand tu es dans cette situation, je sais pas comment t'expliquer. Je voyais pas à quel point c'était déplacé de ces gens-là. Tu vois, quand sa mère me disait, attends, il a bu, il est venu jusqu'à l'hôtel, bon, ben laisse-le rentrer. Je veux pas qu'il reprenne la voiture après. Et oui, toi, naïve, tu te dis, ben oui, il va se planter en bagnole. Bon, ben, je vais, moi, prendre sur moi et le faire rentrer. Et comme ça, au moins, il prend pas sa bagnole, tu vois. Alors qu'en fait, c'était moi la victime dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis le bébé aussi, parce que toi, là, t'avais un bébé à protéger. Donc, t'arrivais à connecter un peu avec ton fils pendant toute cette période? Non. Non. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas de ventre. 5 mois de grossesse, pas de ventre. 6 mois de grossesse, pas de ventre. J'étais trop concentrée à survivre. Ouais, en vrai, après, maintenant, je me rends compte que oui, j'étais trop concentrée à survivre. Mais sur le coup, je pleurais pas. Enfin, après, donc, 1 mois et demi, j'ai enlevé mon plat, je suis retournée au boulot. Au boulot, je disais rien à personne. Personne savait que j'étais à l'hôtel avec mon chien, mon chat, que j'essayais de trouver une maison. Personne savait. J'allais au boulot le matin. Alors, je me levais tôt, j'allais promener le chien dehors. Après, je le ramenais dans la chambre d'hôtel. Après, j'allais au boulot. Le midi, je rentrais au boulot pour sortir le chien pour pas qu'il pisse dans la chambre d'hôtel. Le chat, je repartais au boulot. Le soir, c'était pareil. Et après, t'enchaînes les rendez-vous à l'assistante sociale, au machin, pour essayer de trouver une maison. Et en fait, donc, ça, c'est cette période-là où après, tout le monde aussi essaye de « Oh, fais attention à lui. Tu sais, c'est difficile pour lui, c'est une maladie, c'est machin. » Tout le monde, tu vois. Et donc, tu dis « Ouais, peut-être qu'ils ont raison. » Donc, je fais attention. Tu vois, j'essaye de concilier un peu les deux et de continuer aussi, moi, à trouver une maison, tout ça. Et le jour où il a foutu mes affaires dehors, c'est là que je me suis dit « Non, stop. » C'est là que tu as eu le déclic? Je savais que c'était un peu mort qu'on n'allait pas se remettre ensemble. Mais je pensais le garder dans la vie. On peut être des parents séparés et avoir un enfant en commun. C'est fort possible. Moi, je voyais un peu les choses comme ça. Mais c'est là, quand j'ai vu mes affaires dehors et qu'il y avait mes zéro respect, je me suis dit... Les affaires du bébé, surtout. Ouais, je me suis dit, là, c'est pas possible. Non. Parce que là, c'est ça. Et tout l'enchaînement de tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait après, quoi?
Donc là, j'ai dit non. Je suis allée au commissariat. Et naïve que je suis encore, avant d'aller au commissariat, j'appelle sa mère et je lui dis là, c'est pas possible. Au géniteur de mon fils, sa mère, je lui dis non, c'est pas possible, là, je vais aller au commissariat, je vais porter plainte. Et là, quand je vais porter plainte, je vais porter plainte pour harcèlement, je vais porter plainte pour violence et je vais demander à ce qu'il puisse plus m'approcher. Mais zéro, nada. C'est fini, quoi. Et là, elle me dit, ah, t'es dur quand même. T'es dur quand même. Et du coup, tout le monde disait, oh, t'as été dur quand même de porter plainte. Je dis, quoi? Ça paraît fou quand tu le racontes. Mais tout est fou à posteriori, tu vois. Mais quand t'es dedans, c'est... Moi, je me suis dit, non, allez, je m'accroche. Je rentre dans le commissariat, je tombe sur un mec qui prend ma plainte. Vous voulez pas prendre ma plainte? J'ai dit, non, mais je veux porter plainte. Je veux... Il me dit, ouais, vous pouvez poser une main courante. J'ai dit, non. Ouais, je sais, une main courante, et tu poses, et puis... c'est bon, c'est dans les oubliettes, c'est juste informatif, quoi. J'ai dit, moi, je veux porter plainte. Je veux qu'il y ait une suite. Je veux qu'il ait peur. Je veux qu'il y ait des flics qui l'appellent et qui lui disent, monsieur, c'est pas correct ce que vous faites, quoi. J'ai dit, là, il faut qu'il soit puni. Parce que c'est pas rigolo ce qu'il fait. Je mérite pas ça et il n'y a pas à faire ces choses-là, tu vois. Donc, au final, le mec, il dit, bon, ok, on va porter plainte. Donc, tu lui racontes tout ce qui s'est passé du début, tout ça. Et puis, tu as le droit à des réflexions, quoi. Oui, est-ce qu'il vous a vraiment frappé? Est-ce qu'il vous a mis... Non, c'est vrai, il m'a plaqué contre un mur, il m'a balancé mon fauteuil roulant, mais non, il m'a pas foutu de coup de poing dans la tête. Mais monsieur, il a fait ça. Oui, bon, d'accord, ok. Donc, il minimise. Après, il dit, ouais, sauf que là, ça fait 1 mois après tout ça, et vous avez continué à lui parler. Et là, tu te dis, ouais, mais bon... j'avais sa famille, j'avais tout le monde, et puis il revenait, il m'harcelait, donc... ouais, mais vous lui avez répondu, madame. Bah ouais. Quand il t'envoie 20 messages, qu'il t'appelle 15 fois, au bout d'un moment, tu réponds, puis tu essayes d'arrêter le truc. Donc, tu sais, c'était chaud. Hein. Je me rappelle cette épreuve-là, porter plainte, c'était chaud. T'en as parlé, toi, à tes parents qui étaient ici, à ce moment-là? Non, ça, en fait, ma mère... Alors, le soir où il m'a foutu dehors, il n'y avait que mes amis en métropole qui étaient au courant. Et j'ai annoncé à ma mère qu'il m'avait foutu dehors peut-être 1 semaine après. Je voulais pas l'inquiéter. J'ai dit non, faut que je trouve une solution. Parce que ma mère, flippée comme elle est, je me suis dit, oh là là, et puis elle peut pas m'aider. Elle peut rien faire pour moi. Trop loin? Elle est trop loin. Et puis déjà, quand j'avais juste cassé mon pied, je me rappelle, je l'avais appelée pour lui dire, maman, j'ai cassé mon pied. Elle s'était mise à pleurer comme si j'avais le cancer. Je me dis, mais si là, je lui annonce que je suis à la rue, elle va me faire une crise cardiaque en direct, en vidéo, quoi. Donc non, hein, j'avais ma petite sœur qui était en métropole, elle est venue m'aider un peu quand même. Appeler des potes qui avaient des voitures pour déplacer les affaires et tout. Donc, 7 mois de grossesse, je retrouve une maison. Je suis contente. Je trouve une maison, tu sais, les aides et tout. Et l'appel arrive pendant que j'étais au boulot. En pause, on m'appelle. Je dis, allô, oui. C'est bon, madame, vous avez la maison. Plus d'hôtel. J'ai enfin une maison et tout. Et je me mets à pleurer. Tous les gars du boulot, tout ça, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et là, je leur dis, en fait, là, ça fait 1 mois et demi. Je suis à la rue, je suis à l'hôtel. J'ai tout ça. Et là, j'ai enfin trouvé une maison. Puis financièrement, l'hôtel aussi, tu peux pas y rester des mois et des mois. T'es aidé quand même. Il y a une aide en France avec les assistantes sociales pour ça? Ouais. Okay. Moi, par contre, je suis allée direct à l'assistante sociale, à tout ce qui pouvait être fait. Hein. Enfin, franchement, dès que j'allais à l'assistante sociale, je lui demandais qu'est-ce que je peux faire d'autre. Parce que je savais, je pouvais pas rester dans cette situation. Il fallait que je trouve d'autres solutions. Hein. Oui, puis tu avais un impératif de temps aussi, parce qu'une grossesse, ça dure pas non plus des mois et des mois. Ouais. C'était déjà à 7 mois. Ouais. Donc, tu savais que d'ici 2-3 mois, le bébé était là, quoi. Et c'est ça. Je travaillais pour une grosse boîte. Et quand le CE, le comité d'entreprise de cette boîte, ont appris ce qui s'était passé, ils ont débloqué 4 500 € qu'ils m'ont donné pour mon installation. Waouh. Ok. En fait, c'était comme c'est une grosse enseigne, tu as des fonds qui sont là pour aider tel ou tel salarié ou quoi. Et en fait, les collègues de travail ont fait remonter tout ce qui m'était arrivé. Et l'enseigne, la boîte, du coup, m'a filé, mais même pas un crédit, même pas à taux zéro, rien. Ils m'ont dit, écoute, on a débloqué 4 500 €, c'est pour toi. Pour t'installer avec bébé. C'est pour t'installer avec bébé. C'est pour... parce que j'avais trouvé une maison, ouais, c'est bien.
T'avais plus de meubles. Mais faut que t'achètes un lit, faut que t'achètes... Enfin, tu vois, faut tout meubler et tout. Donc, ils ont dit, tiens, ça, c'est pour meubler, c'est pour toi. Donc, ça a été génial, ça. Une main tendue. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là, je me rappelle. Donc, les copains viennent m'aider à m'installer dans ma maison. Les animaux, ça y est, ils ont un jardin et tout. Et du coup, là, je pouvais recevoir les soins que j'avais le droit, dans le sens où là, je pouvais plus avoir le temps pour de la kiné pour mon pied, parce que j'étais en rééducation. J'avais un sage-femme qui passait 2 fois par semaine à la maison. J'avais une psychologue. Là, j'étais entourée. J'avais toute une armée après qui passait des rendez-vous presque tous les jours pour avoir ce soutien-là, cet accompagnement-là, quoi. Ouais. Maintenant que j'y repense, je me dis... C'est ouf quand même. Ouais. Franchement, quand tu le racontes, je te jure, c'est hallucinant. C'est vrai ? De se dire, mais en fait, t'as une meuf qui vit ça, une petite nana de 25 ans enceinte, et les gens lui disent tranquille, ça va. Ouais. Enfin, c'est lunaire, quoi. Le mec t'a juste tapé sur la gueule alors que t'es en fauteuil roulant avec le pied cassé et que t'es enceinte. Enfin, je suis désolée, hein, j'utilise des termes crus, mais c'est... Quand tu le racontes, ouais, c'est... Tu te dis... Puis j'imagine que là, à ce moment-là, tu te dis aussi, toi, ayant vécu avec... des personnes alcooliques autour de toi, tu te dis aussi que tu veux pas ça pour ton fils, j'imagine. En fait, c'est ça qui m'a encore plus donné cette force-là. Tu vois, par exemple, quand je suis partie porter plainte, le mec, il voulait pas, qui minimisait les choses. Moi, c'était toute mon enfance avec mon père. J'ai vu mon père foutre ma mère dehors. J'ai vécu des trucs. J'ai appris à conduire à 14 ans parce que mon père était trop ivre pour nous ramener, quoi. Et je me suis dit, moi, je veux pas ça pour mon enfant. Hein. Déjà, d'une, je veux pas ça pour moi. Alors, pour un tout petit bébé innocent, on repasse demain. Hein. Et du coup, c'est ça que je me suis dit quand les gens minimisaient les choses, où ils disaient accompagne-le chez l'addictologue, il va se soigner, ça va aller mieux. Je dis non, je sais que ça va pas aller mieux. Et je sais que je veux pas l'accompagner, il se débrouille. Il est malade, il est alcoolique, il se débrouille tout seul. C'est un grand garçon. Moi, je suis une grande fille, j'ai autre chose à faire, quoi. Et c'est pour ça que, et puis même, tu es tellement concentrée à trouver une maison, à faire ta rééducation avec ton pied, tu vois, tout ça, quoi. Et puis, du coup, il arrive finalement, ce Victor. Ouais. Et du coup, tu nous racontes l'arrivée quand même. Ouais. Ça vaut le détour. En fait, déjà, ce qui était pas mal avec les 4 500 € que l'entreprise m'avait filé, j'ai mis la moitié pour la maison et l'autre moitié pour payer le billet d'avion pour ma mère. J'ai dit, écoute, maman, là, je te paye ton billet, tu prends des vacances sans solde, je m'en fiche, mais faut que tu sois là pour l'accouchement, quoi. Je vais pas le faire toute seule, je peux pas. Donc, j'ai payé le billet à ma mère. Donc, ça, j'étais trop contente. Donc, enceinte de 8 mois et quelques. Donc, j'ai habité à Brest. J'avais ma petite sœur qui était sur Nantes. Donc, je paye le billet à maman et je lui dis, donc, je te fais atterrir à Nantes. Comme ça, je te récupère à Nantes, tu vois ma petite sœur. Et après, on remonte à Brest. Et après, j'accouche. Donc, je descends à Nantes. On récupère maman à l'aéroport. On reste une semaine à Nantes. Trop contente et tout. Première fois que ma mère me revoit après 3 ans. Première chose qu'elle me dit, putain, t'es grosse. Hein. Oui, en même temps, j'ai pris 25 kilos. J'ai un pied cassé. Donc, je clopine un peu. Je suis enceinte comme ça. Oui, maman, je suis grosse. Donc, on fait notre semaine à Nantes. Et puis là, on prend la route pour remonter sur Brest, revenir chez moi. Il n'y a pas beaucoup d'heures de route, hein. Je crois qu'il y a 3h30, quelque chose comme ça. Donc, mi-chemin, on s'arrête pour manger dans un resto à Vannes. Et au resto, je me dis, putain, c'est bizarre. Je vais me faire pipi dessus, c'est pas possible. Donc, je dis, maman, je reviens, je vais aux toilettes. On venait de commander des hamburgers. Je dis, là, je vais aux toilettes. Je me lève. La scène de film. La flaque en plein milieu du restaurant. Mais je fais 2 pas, tu vois. Et je dis, non, là, je suis vraiment en train de me pisser dessus, mais pire que juste un pipi, quoi. Là, c'est les chutes du Niagara, quoi. Et là, il y a une demi-seconde où tu es là. Ok. Je regarde ma mère. Elle capte. Ok. Là, t'as perdu les os comme il faut, quoi. Donc, panique à bord. Ma mère qui envoie ma petite sœur, va payer les restos. Laurie, monte dans la voiture, il faut qu'on trouve un hôpital. D'accord, ok. Donc, on monte dans la voiture. Ma mère qui voulait pas conduire en métropole, donc c'est moi qui conduis. Donc, je me rappellerai toujours de cette scène. T'as moi devant, à la place conducteur, en train de fumer mes dernières cigarettes parce que je sais que je vais accoucher, donc il vaut mieux que je les fume maintenant. T'as ma mère à côté de moi en panique sur Google Maps, un hôpital à trouver vite qui soit juste à côté. Et t'as ma petite sœur derrière qui est là avec son téléphone. Et regardez, Laurie, elle a perdu les os. En plus, elle est en train de fumer. Et non, mais la scène de fou malade. Donc, on arrive à l'hôpital. Bonjour, j'ai perdu les os. Vous êtes enregistré ici ? Non.
Moi, je suis de l'autre côté, je suis pas d'ici. Bon, écoutez, on va avoir les constantes et puis voilà. Hein. Donc, je rentre en chambre et puis elles me disent, en soi, vous avez le temps avant d'accoucher. Vous pouvez remonter sur Brest, mais vous faites de la tension, vous avez perdu trop, la poche des os est trop percée, donc le risque d'infection, si ça dure trop longtemps, pas ouf. Donc, vous allez accoucher à Vannes, quoi. D'accord, tant mieux. J'ai rien. Tu l'avais pas prévu au programme, celle-là? Non. Tout ce que j'avais, c'était chez moi, dans ma maison, quoi. J'avais un petit sac, quoi, où j'avais pris quand même au cas où, mais j'avais pas les... Comment on appelle ça? Les layettes, là. Tu sais, il faut une petite veste... les petites affaires de naissance, quoi. Ouais. On avait acheté 2-3 trucs, voilà, mais tout le nécessaire. Le siège auto, le cosy, Ah, j'avais pas pensé au siège auto. Mais oui, le siège auto, je vois la poussette, le truc pour l'emmailloter, la tutu, le doudou. Vous avez fait comment, du coup? Parce que il est né à Vannes. Du coup, il est né à Vannes. Et on a tout acheté. On a tout acheté à Vannes. Et en fait, pendant que j'étais en train de pousser, expulser l'être humain de mon corps, j'avais des tantes, des amis à maman qui étaient chez Emmaüs pour essayer de trouver quelque chose de pas cher parce qu'il fallait tout, le siège auto, la layette, le doudou, les couches, les biberons. Racheter en double parce que tu avais déjà tout à Brest, donc... Ouais, c'est clair. Et on sait que ça coûte cher. Après, c'est pour ça qu'ils ont été chez Emmaüs. Oui. Enfin, c'est pour un trajet, quoi. Voilà, on n'allait pas acheter neuf, on n'allait pas... Puis même moi, j'avais pas le budget, j'avais payé le billet de ma maman, voilà, quoi. Donc, mais par exemple, je me suis fait engueuler par les sages-femmes, quoi. Quand il est né, il faut leur mettre le gilet en laine, là, pour qu'ils aient chaud. Et elle me dit, mais comment ça se fait que vous ne l'avez pas dans les affaires de bébé? Je dis, parce que j'ai pas mes affaires de bébé, quoi. Comment ça, vous n'avez pas d'affaires de bébé? Vous saviez que vous étiez enceinte et presque à accoucher. Oui, mais tout se passait bien. Pour moi, je n'étais pas accouchée là, quoi. C'était à combien de semaines? Je t'ai pas demandé. Je sais plus, mais il devait naître le 13 ou 15 mars et j'ai accouché le 1er. Ok, oui, t'étais bien à terme quand même. Oui, mais j'étais bien. Détente. Mais franchement, j'avais pas mal, j'ai jamais eu nausée, je marchais. Il n'y avait aucun signe, quoi. Tu vois, j'étais tranquille et tout. Et puis, il restait 1h30 et on était à Brest. Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est vraiment à 1h30, quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai accouché à Vannes. Et ma mère était pas contente. Quand ma mère est arrivée, je lui dis, maman, tu sais, en métropole, ils te demandent de couper le cordon. Elle me dit, non, je veux pas couper. Moi, je coupe pas ça, là. D'accord, ok. On arrive donc en salle de travail, là. Elle est contente, elle visite. Putain, c'est bien en métropole, hein, t'as le ballon, elle ouvre une porte, t'as le bain et tout, ma fille, c'est trop bien. Toi, tu souffres, t'as tes contractions, t'as ta mère qui visite, là. Elle dit, regarde, t'as le monito, nanana. Je dis, ouais, d'accord. Puis elle me dit, les chambres, elles sont belles, hein, t'as vu, il y a les peintures sur les murs. Moi, j'avais pas ça à mon époque. Maman, écoute. Elle rentre dans un comparatif des hôpitaux calédoniens, les hôpitaux bretons. Et du coup, donc, le travail commence et tout. Victor est coincé, tous les indicateurs ils s'affolent, faites de l'attention, votre fils ça va plus du tout, faut le sortir maintenant, quoi. Sinon on va utiliser les forceps, je crois. Et ma mère qui s'énerve. Ah, ma fille, maintenant tu le sors. Je suis pas venue en métropole pour rien, on n'utilise pas les forceps sur mon petit-fils, tu le sors maintenant, hein. 2 secondes après, le truc était sorti. Je crois que j'ai eu trop peur de ma mère. Et du coup, là, j'ai vraiment le coach naissance, la maman de Laurie. Maintenant, c'est bon, tu pousses. Mais aucune pitié. Hein. Même les infirmières, je me rappelle, silence total. Elles qui parlaient vite. Tu sais, ils te disent, soufflez, sentez la main, il faut appuyer sur la main. Mais là, il n'y avait plus de souffler madame. Là, c'était ma mère qui gueule, silence, bébé sorti. Voilà. Ça a marché. T'as eu l'air de bien le vivre. Ça a marché. Et du coup, il me pose mon bébé. Et puis, j'entends l'infirmière qui dit, madame, elle dit à ma mère, est-ce que vous voulez couper le cordon de ma mère? Oui. Ma fille, j'ai coupé le cordon. Tiens, après, ils emmènent le bébé nettoyer. Oh, ma fille, je vais suivre le petit bébé, t'inquiète pas. Je le suis. Hein. Oh, j'étais là. Ouais, ok, maman. Moi, j'ai comme ça. Et ce qui était marrant, c'est que quand je suis retournée en chambre, donc j'avais eu la péridurale. Et quand on est retourné en chambre, moi, je voulais sortir et boire un coca. Je voulais pas voir mon fils. Je sais pas pourquoi je voulais fumer ma clope, boire mon coca. Laissez-moi tranquille. Ça y est, j'ai tout donné là. Laissez-moi tranquille. Et l'infirmière, elle me dit, vous êtes folle, quoi? Vous avez une péridurale? Elle me dit, vous sortez pas? J'ai dit, regarde-moi bien. Je t'explique. Donc, première chose que j'ai fait,
j'ai acheté mon coca, fumé ma clope, et là, je suis retournée en chambre. Et en fait, les 10 premiers jours avec mon fils, je lui parlais pas. Et je lui parlais pas du tout, parce qu'il avait toute la gueule de son géniteur. Pardon, toute la tête. C'était dur mais toi, ça. Attends, même les infirmières, quand elles ont vu mon fils, un blond aux yeux bleus, quoi. Tu m'as vu? Et moi, je tournais la tête et je voyais Pour ceux qui nous écoutent qu'en audio, Laurie est brune aux yeux marrons. Ah oui, moi, mais c'est ça. Je suis bronzée et tout. Et mon fils, il est blanc aux yeux bleus, quoi. Et puis blond, quoi. Et je voyais toute la tête de son géniteur dedans. Et j'arrivais pas à lui parler. Je le changeais en silence. Je l'allaitais. Je lui parlais pas. Quand il pleurait, je disais, arrête de pleurer, là, c'est bon. Tiens, voilà le sein. J'étais pas là, genre, oh, mon bébé. Je lui parlais pas du tout. Et en fait, au bout de 10 jours, c'est ma mère qui m'a... Elle m'a dit, arrête, là. Là, c'est bon. Ton bébé, maintenant, tu lui parles. Pendant que tu le changes, tu peux lui parler. Pendant que tu le changes, il faut, là. C'est bon, quoi. Et tout doucement, j'ai essayé de lui parler. C'était un peu bizarre au début. Hein. Et voilà, maintenant, ça y est. Je pense que j'ai fait un blocage. Tu vois, je pense que j'en voulais tellement au géniteur que quand j'ai vu sa même tête, je me suis dit, what? C'est pas possible, il va me suivre jusqu'au bout. Et voilà. Oui, puis dans un schéma plus serein, tu as plusieurs mois pour préparer l'arrivée de bébé, te préparer à cet attachement, te préparer psychologiquement à accueillir un être humain. Là, en fait, tu as été tellement chamboulée. Enfin, 4 mois, tu t'es cassé le pied et après, ça a été des enchaînements de galères. Et en plus, son arrivée, surprise encore. Oui. Donc, ça ajoute aussi au fait que quand tu l'as découvert, peut-être que tu as eu besoin aussi de faire un petit point sur tout ce qui s'était passé, quoi. Après, ce qui était bien, c'est que quand j'ai eu ma maison, à 7 mois, 6-7 mois, quand j'ai eu ma maison, comme je t'ai dit, j'ai eu les soins. J'ai le sage-femme qui passait 2 fois par semaine. Et ce sage-femme-là, il m'a sauvée. Enfin, il prenait le temps, il m'expliquait les ventres et tout. Et puis, le ventre, la position, les machins. J'avais la puéricultrice qui passait tout le temps. J'étais vraiment entourée. La mission première du CCAS, quand ils ont pris conscience de mon cas, c'est de m'envoyer quasi tous les jours quelqu'un qui passait à la maison. C'est quoi le CCAS? C'est c'est les centres des aides, quoi. C'est... je sais pas comment expliquer ça. Il y a ça ici ou... Oui. Okay. Oui, c'est des trucs gratuits. C'est des centres où tu as l'assistante sociale, l'infirmière, tout ça. Et les gens qui sont un peu dans le besoin ou quoi, ils y vont. Et voilà. Et du coup, j'ai pas payé. Tu vois, le sage-femme, la puéricultrice qui passait, c'était un suivi, c'était comme ça. Tu rentres dans un programme d'accompagnement de personnes un peu en détresse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc tu as pu avoir ce moment pour toi et ton bébé et te poser un peu. Et qu'on prenne soin de toi. Qu'on prenne soin de moi et qu'on m'aide à réaliser les émotions que je m'étais pas laissé ressentir. J'ai pas pleuré quand il m'a foutu dehors. Enfin, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré un peu, mais je me suis pas... comment t'appelles ça? Se morfondre. J'aurais pu. Le sage-femme, il disait, mais vous auriez pu. Il vous a foutu dehors, tout ce qui s'est passé. Vous auriez pu rester au fond du trou. Et non, vous avez tout de suite activé, vous avez tout de suite... Donc, voilà, quoi, tu vois. Et cet accompagnement, ça m'a super bien aidé. Et après, quand j'ai accouché, ils ont continué à venir jusqu'aux 2 mois de Victor. Et voilà. Mais c'est fou comme tu vois que tout est lié. Victor, quand il est né avec des trémulations. C'était un gosse qui tremblait parce que je fumais pendant ma grossesse. Et en fait, les 6 premiers mois, j'ai dû faire du kiné pour Victor parce que tu pouvais pas l'emmailloter. Tu pouvais pas le tenir. Et t'es tendu. C'était un bébé tout le temps comme ça. Mais tu m'étonnes. 9 mois de grossesse où ta mère, elle est tendue, elle a des émotions plus qu'il n'en faut et qu'elle court partout. Donc, Tu l'as vécu comment, toi, le fait de fumer pendant ta grossesse? C'était dur. C'était dur. En fait, j'avais commencé à ralentir. Après, il m'a foutu dehors. Et là, j'ai repris. Et après, j'arrivais pas à arrêter. Et puis, je ralentissais, je reprenais. Mais à la fin, les derniers mois, je fumais quasi 1 paquet par jour. Enceinte. Et pourtant, tu vois, les gens, ils te regardent. Tu sais, ils sont là, oh putain, elle est enceinte comme ça, elle fume sa clope et tout. J'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas. Et quand il est né avec les trémulations, je dis, mais attendez, t'avais la sage-femme, il tremble là. Et qu'est-ce qu'il a et tout? C'est le manque de nicotine. Là, t'es pas fière. Hein. Et comme je t'ai dit, les 10 premiers jours avec mon fils, j'avais du mal à avoir cette connexion. Je savais qu'il fallait que je maintienne l'enfant en vie,
Donc, je m'en occupais. Mais je lui caressais pas les cheveux, je lui chantais pas des chansons. J'étais là, le lien a mis du temps à se créer. Ah ouais, j'étais là, l'enfant il est là, mais il est blond aux yeux bleus, quoi. Putain, toute la tête du... Je dis non, c'est pas possible. Tu me disais, quand on a préparé l'épisode, après ta maman elle est retournée en France et là t'as vraiment commencé ta vie de maman solo. Ouais, maman du coup, ce qui est bien c'est que j'avais accouché avant, donc elle a pu rester un mois où j'avais ma maman, mon fils et moi, j'étais contente, j'avais ma maman. Puis après elle est partie et là t'es tout seul dans ta maison avec ton chat, ton chien, ton bébé. Donc maman solo et isolée. Ouais, là j'étais toute seule en fait. J'étais toute seule parce qu'en plus ma petite sœur était à Nantes. Donc, j'avais même pas toutes mes autres sœurs. Comme je t'ai dit, nous, on a tout le temps, on est une famille nombreuse. On avait tout le temps l'habitude de vivre entre nous, enfin, tout le temps avoir du passage. Et là, j'étais toute seule à reprendre le boulot, à trouver une asthmate pour faire garder mon fils, à m'occuper de mon fils. Parce que quand il est malade et tout, faut que tu attendes, tu regardes. Il est quelle heure en Calédonie ? D'accord, est-ce que je peux appeler maman ? Maman, je comprends pas. Il régurgite. Maman, je comprends pas. Il dort pas. Et là, il dormait. Et puis là, il dort plus. Et puis... Et il fait caca telle couleur, tu sais, quand t'es maman, t'analyses tout. Est-ce que le nombril, c'est bon ? Est-ce que machin ? Et ouais. Mais en vrai, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Comme je le disais, en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais isolée. Parce que j'avais pas le choix. Les choses, elles étaient comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais je sais pas comment tu fais. Il fait passer une nuit, tu vas au travail, t'es tout seul, t'as pas de relais le soir ou quoi. Ouais, mais t'as pas le choix. Tu te poses pas cette question. Enfin, tu peux pas te dire « Oh, j'en ai marre, je vais dormir. » non. T'as pas le choix. L'enfant, il est là, t'es tout seul. T'as pas d'option B ou C. Donc, c'est comme ça, tu fais les choses. Hein. Et c'est que après que je me suis rendu compte que, ouais, mine de rien, j'étais vraiment toute seule. Quoi, hein. Pas de cinéma, pas de... Tu peux pas sortir. Ou si tu sors, tu payes une babysitter. Mais tu payes déjà ton asthmate et tu payes tout ça tout seul. Et chance que j'ai. Mais au-delà des sorties, juste parfois se relayer quoi, avec le parent et le coparent. Ouais. Mais je crois que Victor, il a vite compris, mon fils, il a vite compris. Genre, il savait que c'était un enfant cool. Franchement, il pleurait quand il avait faim. Mais je l'emmenais partout. Et les premiers mois, il était tout le temps en écharpe. Il pleurait pas. Il pleurait juste quand il avait faim ou quand il était un peu fatigué. Et puis, c'est même pas des crises, quoi. C'est... Comment j'ai faim ? Ok. Tu l'allaites. Oh, il est fatigué. Tu le mets à dormir. Et franchement, il était cool, je crois. C'était un deal quand il a compris qu'il pouvait pas demander plus, tu vois. Et non, ça s'est quand même bien déroulé. Et j'ai tout de suite su mes limites. Mais voilà, encore une fois, j'étais bien encadrée. J'avais les sages-femmes, la puéricultrice. Et elle me disait, il pleure trop. Vous sentez que vous êtes à la limite. Vous le posez dans son lit. Vous fermez la porte. Et vous allez dans le garage. Vous fumez votre cigarette. Juste 10 minutes. Vous le laissez pleurer le temps de redescendre. Et après, vous allez vous en occuper. Pour la prévention des bébés secoués. Ouais. Et franchement, ces périodes-là... Mais là, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi on faisait attention à ça. Parce que je suis fatiguée, j'ai tout fait. Je lui ai donné à manger, je lui ai donné sa tutute. J'ai tout fait pour cet enfant. Il continue à pleurer. Mais plein de fois, j'ai juste cette... Et donc là, tu trembles, tu prends l'enfant, tu le poses dans son lit et tu dis, tiens, pleure tout seul. Moi, tu souffles. Je vais boire mon thé et machin. Et ça, prendre une douche. J'ai eu ce réflexe très vite. Et je pense que c'est ça qui a sauvé beaucoup de choses. Hein. J'ai eu ce réflexe de, ok, c'est pas grave. Et je m'en voulais pas de le faire. Tu vois ? C'est pas grave. Je m'en voulais pas de le laisser 10 minutes, juste pleure. Je peux pas là. C'est te préserver que je fais ça, tu vois ? Oui, bien sûr, c'était pour lui. Ouais, c'est ça. Et ça a duré combien de temps, votre petite aventure en duo en France ? Ça a duré un petit moment. En fait, ça a duré peut-être quand Victor avait 14 mois, 14-15 mois. Bon, moi, je faisais ma petite vie avec mon fils et tout. Et je devais revenir en vacances en Nouvelle-Calédonie. C'était prévu. Je voulais juste revenir un mois. Et juste avant, j'apprends que mon père est mort. On m'appelle la nuit. Mon frère qui habite en Nouvelle-Zélande qui m'appelle. Je dis, pourquoi tu m'appelles là ? Papa, il est mort. Oh. Et là, je me dis, waouh, mon fils, il n'a jamais vu son papy. Et il n'a pas vu sa mamie. Et il n'a pas vu mon frère. Et il n'a pas vu... Et toi, tu te mets à dire... Et là, il ne pourra jamais voir son papy. J'aurai jamais de photos de papy, maman
bébé. Victor. C'est ouf, hein. Et là, je me suis dit, non, faut que je rentre à la maison. Je veux qu'il voit sa mamie. Je veux qu'il voit sa cousine. Je veux qu'il voit sa tante. Je veux qu'il voit cette famille. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi et j'ai envie qu'il grandisse comme ça, entouré des gens. Et du coup, en un mois, j'ai posé ma dème. J'ai tout vendu dans la maison. J'ai rendu la maison et j'ai pris mon billet et on est rentré. On n'avait rien, j'avais rien prévu. J'ai posé ma dème, je suis rentrée. Je suis arrivée en Calédonie. On est arrivé le soir, le lendemain avec ma mère. Allez, on va acheter des vêtements, on va acheter une poussette, on va acheter un lit parapluie, on va acheter tout ce qu'il fallait parce que c'était précipité. Mais la mort de papa, ça m'a. Mais c'était ouais. Mais comme je disais, ça j'ai pu le faire aussi. Ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le géniteur de Victor n'a pas reconnu l'enfant. Victor, c'est que mon fils à moi. Sur le livret de famille, sur le livret de famille, il n'y a pas de papa, il n'y a rien. Donc, si je veux voyager, je voyage avec mon fils. Je n'ai pas de pension alimentaire, j'ai rien, je fais ce que je veux, c'est que mon fils à moi. Il n'y a pas de père dans le livret de famille ou quoi, donc c'est pour ça que je peux partir. Tu fais bien de le préciser, parce que c'est une réalité des Calédoniens. Quand tu es avec une personne qui vient de métropole et que toi, tu es d'ici, en fait, si les deux parents ont reconnu l'enfant, tu peux pas décider soudainement ou de retourner habiter en France, ou si tu es en France, de retourner habiter ici sans avoir l'accord du coparent. Mais carrément. C'est parce que tu me disais les points forts d'être maman solo. Il en faut. C'est que je pouvais faire ce que je voulais. Et Victor, a même pas 1 an, on avait fait toute la France. Il avait fait 2 fois l'Espagne. Sur un coup de tête, j'ai pu rentrer en Calédonie sans demander rien à personne. Et puis, même dans la façon dont je m'occupais. Si je voulais dormir avec lui, je dormais avec lui. Si, tu vois, tu te poses pas de questions. Tu vois, j'avais des copines, elles étaient en couple, elles avaient fait un enfant. Et t'as le papa qui vient avec le bébé qui dit « Ah, il a fait caca, tiens ». Mais moi, je regardais ça, je disais « T'es un papa, tu peux t'en occuper aussi, quoi ». C'est tout le temps la maman. Mais toi, tu te poses pas cette question-là. Si j'ai envie de dormir avec lui, si j'ai envie de l'emmener là, si je veux pas qu'il fasse ça, si je veux lui donner à manger aussi, surtout, moi j'étais une maman, je l'allaitais. Je voulais pas qu'il mange de sucre et tout, machin. Donc, tu peux faire vraiment comme tu veux et comme tu le sens et à ton rythme. T'as pas une voix à côté de toi. Oui, en tout cas, tu prends les décisions seule. Voilà. Donc, en fait, t'es sûre que c'est des décisions qui te correspondent puisque tu les as choisies. Mais c'est ça. T'as décidé toute seule pour ton enfant. C'est ça que dans un couple, quand t'as un enfant, c'est pas méchant, c'est normal. T'as 2 éducations, t'as 2 backgrounds qui se rassemblent. Faut faire des compromis. Faut faire des compromis. Moi, j'ai eu aucun compromis à faire. Je faisais comme je voulais et je peux emmener mon fils comme je veux, tout partout, quoi. Mais justement, j'allais rebondir et te dire, c'est quoi tes conseils pour les mamans solo qui nous écoutent ? Quels sont les avantages ? Toi aussi, quand est-ce que tu as senti que c'était vraiment dur d'être seule ? Si tu l'as senti. Ouais. Et voilà, un petit peu le retour, parce que là, maintenant, il est plus grand. Ouais. Donc, tu as un peu de recul sur la situation. Enfin, je voulais qu'on fasse une conclusion sur ça un petit peu. Okay. C'est quoi être une maman solo, en fait, à moins de 30 ans, avec un jeune enfant en Calédonie En vrai, c'est compliqué. Ça a été compliqué quand je travaillais. Parce que là, tu trouves une solution de garde tout seul. Et du coup, tu as l'impression que tu te lèves le matin, tu les déposes de la SMAT, tu travailles, tu rentres, tu le récupères, tu lui donnes à manger, il dort. Les premiers temps, j'avais pas l'impression de profiter. Parce que je travaillais, quoi. Tu sais, il y a le prix aussi, hein, parce que le gardiennage ici, faire garder des enfants, c'est un budget. Hein. Ouais, alors, en métropole, en tout cas, c'est moins cher. Quand ton enfant n'est pas reconnu, tu as une aide de l'État. C'est genre l'État qui est responsable et c'est lui qui te donne une pension alimentaire. Et en tant que maman solo non déclarée du côté paternel, tu as le droit à plus d'aide. Je ne vais pas te mentir, hein. Tu as le droit à plus d'aide. En métropole, je gagnais plus de 600 € d'aide en plus de mon salaire. Donc, mine de rien, ça aide. Et ici, en CAFAT, je suis à 19 000 pour un enfant. Parce qu'il n'est pas reconnu, donc je pense que c'est un peu plus... voilà. Et puis, les gens sont plus doux. Les gens sont plus sympas avec toi. Toutes les fois où j'ai voyagé avec mon fils, on venait m'aider, machin. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais sur une application qui s'appelle WeMom. Je sais pas si tu connais. Du tout. Ah, en métropole, c'était super connu. C'est une application où c'est un peu les forums des mamans. Et t'as des groupes. Les groupes des mamans solo de Mars. Et genre, comme ça, t'es connecté avec des mamans, solo ou pas, ou tu vois, selon les catégories, avec des enfants qui ont le même âge ou quoi. C'est trop bien. Mais c'est génial, parce que j'avais des questions et tout, et tu postes sur ce groupe, et tout le monde te répond, et on est tous... Et c'est notre merci copine, quoi. Ouais, mais vraiment... Mais plus structuré. T'as les catégories, quoi. Enfin, du coup, je suis sur un groupe qui s'appelle toutes les mamans solo
qui ont accouché en mars 2022. Ok. Tu vois? Et du coup, c'est vraiment... Les nénettes, elles vivent la même chose que toi. Mais en tout point, tu vois. Et ce qui me rendait triste, c'est qu'il y en a qui sont mamans solo, mais qui lâchent rien et qui veulent garder le paternel dans la vie du petit. Et qui se battent et qui sont là, ouais, il faut qu'il paye une pension alimentaire, il faut qu'il soit présent. Non. Là tu gardes des problèmes dans ta vie. Tu gardes une garde alternée, un machin, c'est compliqué. Puis oui, on va le faire à l'amiable et tout. Mais jamais ça se passe bien, ces trucs-là. Jamais les gens, ils respectent, tu vois, si c'est pas bien défini. Enfin, jamais... Des fois, ça peut se passer bien, mais souvent, les mamans râlent. Oui, on s'était mis d'accord, et puis pas. Voilà. Quand t'es maman solo, tu poses pas ces questions-là. Tu fais ta life. Toi, t'as pris le parti de dire je suis solo, mais alors jusqu'au bout, mais du coup, personne va venir me dire ce que je dois faire. Personne va venir m'embêter. Hein. Personne. Franchement. Et vous en êtes où là avec Vivi? Du coup, suite aux exactions, j'avais perdu mon boulot. Donc, je me suis dit que c'était temps de monter mes entreprises pour avoir plus de temps avec mon fils. Et c'était la première année où Victor rentre à l'école. Donc, comme ça, j'ai pu l'accompagner. Et du coup, là, je suis entrepreneuse. Je paye pas de garderie parce que je peux le déposer le matin, le récupérer à 15h30. Les mercredis après-midi, les mercredis pédagogiques et tout, je peux les passer avec lui et tout. Donc, voilà. J'ai pas l'impression que ça soit plus dur d'être maman solo qu'en couple, mais en même temps, je connais pas l'autre partie, quoi. Mais non, on s'en sort hyper bien. C'est un message à faire passer aux mamans solo? Le message que je dirais, c'est qu'on est capable. On est capable, c'est pas si plus dur, quoi. Ça se fait. On est forte. Enfin, je sais pas. Je me suis jamais posé la question de j'y arriverai pas. J'y suis arrivée et je suis pas plus forte qu'une autre. Tout le monde est capable de le faire. Et c'est mieux d'être toute seule que d'être mal accompagnée avec quelqu'un qui te dame la gueule ou quelqu'un qui rentre ivre-mort ou tu vois, toutes ces situations-là qui sont plus dangereuses que si tu étais vraiment toute seule, quoi. Voilà. Et on va passer au petit message pour Vivi qu'on fait en fin d'épisode. Je me permets, tu dis Vivi sur TikTok. Non, oui, c'est Vivi, c'est Doudou, c'est Victor. Ce qui est important, que j'aimerais bien qu'il grandisse avec, c'est que ça a toujours été un enfant voulu. Même si, voilà, tout ce qui s'est passé et tout, son géniteur l'a voulu. Hein, c'est pas de sa faute que ça a explosé, tout ça. Et qu'un papa, c'est pas forcément un géniteur. Qu'un papa, c'est juste quelqu'un qui est là pour toi et qui te met un cadre et qui est relou et que voilà, que c'est pas forcément les liens du sang qui vont faire que, voilà. Donc peut-être qu'un jour, on se trouvera un papa pour lui, quoi, tu vois, parce que on est une équipe, hein. Et ouais, malheureusement, ça sera toujours mon bébé. Hein. Même s'il aura 30 ans, même si t'as des poils et tu dis « Ouais, je m'en m'en ». Tu seras toujours mon bébé à faire des câlins. Et ouais, hein, tu m'auras sur le dos jusqu'à au moins tes 18 ans. Hein. Après tes 18 ans, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais jusqu'à tes 18 ans, j'ai rien à faire. Tu restes là avec maman. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup, Laurie. Tata. Merci à toi. Tata.